Alors, je vais faire un zoom très rapide sur 3 modèles, mais en fait, j'en ai déjà parlé pour la plupart, donc je vais passer très vite les trois modèles. Donc, le modèle Galanet, c'est un modèle d'intercompréhension, je l'ai déjà dit, vous voyez l'adresse de la... Voilà. Donc, le scénario, ils ont 4 phases bien balisées, chaque phase dure 1 mois, il y a un forum différent pour chaque phase, et puis ils peuvent faire des clavardages réguliers. Et donc, ils arrêtent, dans la première phase, ils arrêtent une thématique. Dans la deuxième, ils se documentent sur la thématique. Dans la troisième, ils commencent à monter le dossier de presse. Et dans la quatrième, ils publient le dossier de presse en ligne. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste vous donner un petit renseignement qui peut être intéressant. Galanet, l'intercompréhension à Grenoble, elle est créditée. Vous pouvez suivre un cours d'intercompréhension au lieu de suivre le cours de langue obligatoire que doivent faire tous les étudiants de licence et de master chez nous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'allemand, vous pouvez aller faire, ou de l'italien, ce serait un meilleur exemple, vous pouvez aller faire un cours d'intercompréhension, ce qui va vous familiariser à comprendre l'italien, l'espagnol, le portugais, voire le roumain, plutôt que d'apprendre simplement l'espagnol. Évidemment, vous ne parlerez pas toutes ces langues, mais on vous poussera grâce à toute une série de stratégies. Alors, c'est très orienté stratégie d'apprentissage, hein, le Galanet. Donc, l'autre modèle, le français en première ligne, je ne vais pas en parler parce que j'en ai parlé hier. Je soulignerai simplement que les deux publics, c'est le type d'échange, le modèle d'échange où les publics sont le plus asymétriques, puisque les futurs profs ont quand même le statut de futurs profs. Quelque part, ils sont les détenteurs de la bonne langue, et les apprenants en face sont des apprenants. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs d'étudier les positionnements. On a écrit plusieurs articles où on étudiait les positionnements des étudiants de master par rapport aux autres. Est-ce qu'ils se mettaient plus à égalité avec eux, dans leur manière, dans leur énonciation notamment, ou est-ce qu'ils se mettaient dans une distance professorale, etc. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une très très grande variabilité individuelle, et on en a conclu qu'il y avait différents ethos qui apparaissaient là. Donc là aussi, il y a une intégration aux deux cursus. Oui, par exemple, mes étudiants qui font le français en première ligne, ils sont dans un cours de 9 crédits, ce qui correspondrait chez vous à 5, quelque chose comme ça, je crois. C'est complètement pris en compte pour leur évaluation. C'est totalement intégré. Et c'est en général le cas aussi des apprenants français à l'autre bout. Et il y a plus ou moins d'interculturel. Alors, il y a un site où on essaye de rassembler justement les meilleurs exemples de tâches, d'interactions qui ont bien marché. Donc vous voyez un peu tous les... Là, j'ai cliqué sur tâches et interactions dans cette copie d'écran, et vous voyez un peu tous les partenaires avec lesquels on a travaillé successivement. Et si vous cliquez ensuite, vous allez voir des exemples. Chaque année, je demande à mes étudiants de dire quelles étaient leurs 2 tâches qui ont le mieux marché, et on les met en ligne, à la fois pour valoriser le travail des étudiants, mais aussi ça peut servir à d'autres. Le troisième modèle, donc, que vous connaissez peut-être le moins, mais qui est très très bien documenté sur Internet, donc là aussi je vais passer vite. Alors là, ce sont des projets collaboratifs au sens fort, c'est-à-dire qu'il y a création ensemble d'un objet commun entre des établissements scolaires européens. Donc c'est très souvent le niveau école élémentaire ou collège, le plus souvent. Donc vous voyez, je laisse lire les objectifs, intégration des TIS, pédagogie du projet, donc qui s'inspire de Freinet. Célestin Freinet est cité directement dans les sites de eTwinning. Il y a l'idée d'un sentiment d'identité européen à créer. Donc ça, c'est important. Prise de conscience de la diversité linguistique. Mais malheureusement, moi, le reproche que je ferai à eTwinning, c'est qu'il ne problématise pas assez le problème des langues. Et que eTwinning se passe en anglais comme lingua franca. Même quand l'anglais encore est la langue maternelle d'un des 2 groupes, ça ne me dérange pas. Mais quand ce n'est la langue maternelle d'aucun des 2 groupes, je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, si j'étais un enseignant élémentaire français, j'essaierais de faire un eTwinning avec des Italiens, parce que c'est la langue la plus proche, et de jouer sur l'intercompréhension. Alors, j'en arrive à ma dernière partie, où je vais évoquer quelques problématiques de recherche qui nous ont intéressés ces dernières années. J'en ai choisi 3, je ne les ai pas choisis de manière arbitraire, j'ai pris 3 des points qui nous ont le plus intéressés, mais pour vous ça peut paraître complètement arbitraire parce qu'il y a des questions de recherche, il y en a des dizaines d'autres, impossible. Donc voilà, les 3 que je vais traiter.
Donc la question de la collaboration. Moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes à un moment donné de devoir appeler collaboration, donc ce qui était simplement interaction. Et bon, c'est vrai que dans une perspective d'apprentissage des langues, dans une perspective acquisitionniste, notamment quand on parle des séquences potentiellement acquisitionnelles qui ont été théorisées aussi bien d'ailleurs du côté américain que du côté français, on peut dire que arriver à communiquer avec quelqu'un, c'est toujours une forme de collaboration. Mais c'est quand même un sens un peu détourné quoi, du mot. Hein. Donc moi je préfère garder collaboration dans la définition du CSCL, c'est-à-dire il y a deux critères en fait. Hein. Il y a deux critères pour qu'on puisse appeler un travail en commun une collaboration. Je vous laisse lire. Et j'ai toujours, personnellement, tout ce que j'ai lu sur la télécollaboration, c'était comme étude empirique, c'était toujours des petits groupes. Je n'ai jamais vu des groupes supérieurs à 5 ou 6 apprenants. Donc il semblerait qu'il soit impossible de collaborer vraiment à 20, par exemple. Hein, en tout cas, j'ai vu aucun article où ce soit le cas. Par contre, on peut communiquer à distance à 20, à 30, à 40. Dans le cas de ma maîtrise, de ma première expérience, j'avais 80 étudiants inscrits, 40 qui ont participé au forum en ligne. Mais ce n'était pas de la collaboration. Bon, Carole a bien posé la question hier de la méthodologie qualitative ou quantitative. Hein. Je suis entièrement d'accord avec l'idée de mélanger les deux. Et très souvent, on commence par mesurer des choses et puis ensuite, on les analyse plus finement avec du qualitatif. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On est quand même à Grenoble plutôt qualitativiste. Hein. On est encore très ancré en sciences du langage, si vous voulez. Mais c'est vrai que, même encore, c'est une vision française des sciences du langage, quand je dis ça. Bon. Alors, voilà, je vais vous donner deux exemples d'articles. Alors, le premier article est disponible, il est dans la revue Calico Journal, donc il est en anglais. Je l'ai écrit avec ma collègue Elke Nissen, que j'ai déjà évoquée, donc qui est maître de conférence d'allemand à Grenoble, et elle est membre aussi du comité de rédaction de la revue Alsic. Donc, on a repris ça. Elle avait fait une thèse en sciences de l'éducation sur des cours d'anglais en ligne qu'elle avait elle-même organisés et encadrés, animés. Et elle avait fait varier un facteur. Elle avait fait varier un cas où les étudiants travaillaient par groupe de 3 et un cas où ils travaillaient individuellement avec le tuteur. Dans sa thèse, elle n'avait pratiquement pas fait d'analyse qualitative. C'était pratiquement que du quantitatif. Et on a repris, mais elle avait bien gardé son corpus. On avait tous les exemples d'échanges entre les étudiants. Donc on a bien gardé... Ah ben, je vais accélérer un peu alors. Et donc on a examiné un peu ce qui se passait de très très près, de manière très très détaillée. On a regardé un peu ce qui se passait entre ces étudiants. Pareil, on a fait pareil avec deux formations de profs à distance. Une formation qui était collaborative, il y avait vraiment production d'un objet commun par petits groupes, et l'autre qui ne l'était pas. Et on a regardé si les interactions différaient beaucoup ou pas. Première constatation, l'approche par tâche n'implique pas forcément la collaboration. Dans une des formations de profs, celle qui n'est pas collaborative, il y avait des tâches régulières à faire, mais elles étaient faites individuellement. Le résultat de la tâche était déposé sur un forum, tout le monde pouvait le lire, mais il n'y avait pas nécessité de négocier le produit. On a remarqué que dans les situations non collaboratives, on a pu noter qu'il y avait une interactivité plus ou moins marquée. Alors l'interactivité a été définie en tout premier par une Québécoise, France Henry, de la TELUC. Ça a été repris par Boulen, un Canadien anglophone, oui c'est ça, qui a fait une thèse sur la formation en ligne. Et ensuite, on l'a repris en France avec Masperi et Quintin, etc. Donc c'est le degré, on regarde dans des interactions asynchrones, non collaboratives, si les gens se citent les uns les autres, s'ils se répondent les uns aux autres, s'ils disent des petits mots comme Jules, je pense que, etc. Bon, et plus il y a de marques comme ça, alors il y en a des explicites et des implicites, plus il y a d'interactivité. Donc c'est une notion assez intéressante quand on n'est pas en collaboration. Quand on est en collaboration, il y a forcément de l'interactivité, sinon le groupe se casse la figure. Hein. Voilà, donc on a vu que les échanges dans le cas de la collaboration étaient totalement différents des échanges dans les autres cas que je vous nommerai ensuite. Notamment, c'est beaucoup
plus proactifs. Les étudiants doivent être beaucoup plus proactifs. Ils doivent s'organiser eux-mêmes. Ils ont un tuteur, bien sûr, qui les aide, mais c'est eux qui ont l'initiative dans la collaboration. Et donc, ça demande beaucoup plus d'autonomie. Ce qui a pour conséquence qu'il ne faut pas faire collaborer des gens dont on pense qu'ils n'ont pas la maturité pour le faire. Alors, on a constaté aussi dans le cas du corpus de Elke Nielsen que le scénario réalisé était parfois différent. Alors, elle avait un scénario collaboratif. Les étudiants devaient rédiger une synthèse par 3. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes qui allaient au plus pressé. Il y avait un qui parlait un petit peu mieux anglais que les autres, puis qui disait You make the first part, I make the second part, bon, etc. Ils se divisaient les parties à faire, chacun faisait une partie totale, et ils ne discutaient même pas après pour les assembler. Ils les copiaient-collaient bout à bout. Et donc ça, on a appelé ça de la coopération, hein, parce qu'il y a quand même un objet commun qui est produit, mais sans que tout soit négocié. Alors voilà, on est arrivé à ce tableau, où on a trouvé, alors on pourra peut-être en trouver d'autres, hein, on ne prétend pas être exhaustif, mais on a trouvé en tout cas qu'il y avait de la mutualisation, qu'il y avait donc des scénarios qui utilisaient plutôt la mutualisation, la discussion, la coopération et la collaboration. Bon, après, ma collègue Charlotte Dejean a continué à analyser plus finement du travail collaboratif, cette fois-ci dans le cadre du Master 2 en ligne, des gens qui par groupe de 4 devaient créer un scénario pédagogique incluant les TIS. C'est la tâche qui leur est donnée. Ils ont 2 mois pour faire ça et ils collaborent. Elle a regardé, c'est dans la revue Alsic, ça. Elle a analysé très très finement. Elle a pris le groupe dont les profs pensaient intuitivement que c'était le groupe qui avait le mieux marché et elle a voulu voir s'il y avait des marques qui pouvaient expliquer que ce groupe avait bien fonctionné. Et effectivement, elle a trouvé pas mal de marques. Bon. Alors, sur l'effet des outils sur les interactions, bon, il y a justement, c'est O'Rourke, qui est un didacticien des langues, irlandais, donc qui parle des affordances d'une manière un peu différente de celle de ce qu'on a entendu hier, c'est-à-dire les affordances, c'est ce que construisent les usagers avec les outils, ensemble. Et ça se rapprocherait presque plus de ce dont parlait à la fin Marie-Josée, c'est-à-dire des théories d'instrumentation, en fait, de Rabardel. Hein. Mais je n'ai pas le temps de me... Alors justement, moi j'ai beaucoup, sur ce plan-là, sur ce plan des affordances, de tout ça, j'ai beaucoup étudié les forums, parce que c'était l'expérience aussi pratique que j'avais à un moment donné, et j'ai écrit plusieurs articles assez approfondis sur les caractéristiques des forums. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, à la suite d'autres d'ailleurs, que c'était bon d'avoir la tâche et le forum qui ne soient pas à 3 km l'un de l'autre, qu'on puisse voir la consigne de tâche, puis avoir un seul clic et pouvoir la réaliser, comme on arrive à le faire dans Moodle, mais pas forcément dans d'autres plateformes. La prise en compte du caractère public du forum, tout le monde peut lire tout dans un forum, donc il faut faire attention pour les corrections, il ne faut pas faire des remarques blessantes qui seraient vues par tous. Alors ça, je l'explique à mes étudiants. Et puis, alors, à la suite de Kia, j'ai pu montrer que la structure des interactions, que les forums qui montrent la structure des interactions, donc, avaient souvent un déroulement plus cohérent. J'en arrive à mon dernier point de recherche, la dimension socio-affective du tutorat. Je rappelle qu'à la fin des années 90, il y a eu cette fameuse bulle du e-learning, on faisait plein de trucs en ligne, mais sans tutorat, et que donc le tutorat n'a pas toujours été considéré comme quelque chose d'évident, de nécessaire. Je pense que maintenant, c'est à peu près établi qu'on ne peut pas faire une bonne formation en ligne sans tutorat. Et du coup, se pose la question du côté socio-affectif, dans le cas notamment des formations entièrement à distance. Il faut que se crée ce qu'on appelle, moi ce que j'ai appelé lien social, que les Américains appellent community. Alors là, voilà, j'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est une étudiante qui est arrivée en retard dans la formation, qui est rentrée dans les forums et puis qui m'a envoyé ce courriel Bon, ce qui montrait, à l'époque, c'était pas du tout évident que, ça c'était en 99, hein, je crois, ou 2000, c'était pas du tout évident qu'il puisse y avoir comme ça une dimension socio-affective forte entre des gens qui étaient aux 4 coins du monde, qui ne communiquaient que par écrit et que de manière asynchrone. Hein. Et pourtant, vous voyez... Alors, il y a eu 2 thèses là-dessus, 2 thèses que j'ai co-dirigées, où ils analysent les interventions tutorales, selon les 2 méthodes, d'ailleurs quantitative et qualitative. Voilà. La thèse de Quintin, je vous l'ai dit, c'est assez amusant, il a fait un dispositif hyper compliqué. Il a pris 7 tuteurs de l'université de Montseno, son université en Belgique à l'époque, 105 étudiants par groupe de 3, et il a demandé aux tuteurs d'être avec un groupe